Donc là, on va passer à un article, je ne sais pas si on fait le parallèle avec le papier de Sylvia, où on était parti d'un accord entre les opposants au barrage, avec pour des mobiles différents, mais paysagers, écolos, etc. Mais qui progressivement, l'accord, on s'est rendu compte que les gens s'éloignaient, malgré un point commun, un peu comme on a vu avec ton papier aussi, sur la nécessité de conserver les ressources halieutiques. Progressivement, ceux qui partageaient un intérêt pour le capital environnemental se sont écartés les uns des autres. Et avec le papier de Simon, on a un peu l'inverse. Au début, il y a a priori une opposition entre une opposition assez frontale dans la manière de voir l'environnement et qui progressivement va se rapprocher. Donc effectivement, donc bonjour à tous. Je suis Simon Marot, doctorant en géographie au sein de Géolab. Je suis ravi de participer à ce colloque qui peut-être va me permettre de comprendre aussi dans quelle équipe je suis au sein de Géolab, à savoir l'équipe capital environnemental. Donc ça va être bien. Je pense que cette présentation intitulée donc, Analyse spatio-temporelle du capital environnemental à la baie James, évolution sociale et politique de l'environnement et de ses représentations, part vraiment d'une démarche empirique. Donc, ce que je vous propose, c'est, après une brève introduction de ce qu'est la baie James, s'attarder sur le nord québécois en tant que lieu de domination d'un capital environnemental occidental avec la colonisation québécoise. Ensuite, Eeyouishti, qui est donc la nomination de la baie James par le peuple autochtone qui l'habite, à savoir les Cris. Donc en quoi il y a eu une lutte pour un environnement autochtone, pour enfin finir sur Eeyouishti Baie James, qui est donc la nouvelle région qui comprend à la fois la dimension québécoise et la dimension Cri. Et on va se poser cette question, est-ce que finalement, avec cette fusion, on arrive aussi également à un capital environnemental hybride? Donc très rapidement, la baie James, vous pouvez voir où ça se trouve sur cette carte, c'est dans le moyen nord québécois. Et elle a la particularité d'avoir une double territorialité, à savoir Eeyouishti, donc la baie James des Cris, donc il habite depuis des millénaires, etc., et qui comprend donc 9 communautés et un peu plus de 17 000 habitants. Et la deuxième territorialité, ça va être la baie James des Québécois, donc la Jamésie, où cette fois-ci il y a 7 villes québécoises et aux alentours de 14 000 habitants. Donc c'est intéressant de voir ces deux réalités. En fait, on assiste à un chevauchement territorial entre ces deux réalités québécoises et québécoises. Donc, maintenant, cette colonisation dont on parlait, donc la révélation d'une domination d'un capital environnemental occidental, elle s'est révélée dans les années 70 de manière réelle, avec ce passage d'une vision du Nord québécois en tant que wasteland, c'est-à-dire d'une terre considérée comme sans valeur économique principalement, à une mouvance d'un nordisme politique, c'est-à-dire que d'un coup, il y a un regain d'intérêt pour cette région nordique de la part des politiques québécois qui se rendent compte que une terre qui était vue comme lointaine, hostile et sans intérêt, mais en fait, finalement, il y a beaucoup de choses à y faire. Et cela va se traduire donc du passage du Nord québécois en tant qu'économie pré-industrielle, donc à savoir du Nord québécois inuit et Cri principalement, à un Nord québécois, au contraire, symbolique du capitalisme occidental, avec notamment le projet du siècle de Robert Bourassa, à savoir la construction d'un gigantesque complexe hydroélectrique pour affirmer la modernité justement occidentale. C'est considéré comme le plus grand complexe moderne de cette époque, donc lancé en 1971. Et donc qui va en fait entamer le véritable développement de la baie James, et notamment ce phénomène assez intéressant qui est de la décolonisation par la colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, en lançant ce projet, Robert Bourassa, Premier ministre du Québec, a pour idée d'autonomiser la province québécoise par rapport
au Canada d'Ottawa, a pour idée de justement devenir autonome énergétiquement. Et pour cette décolonisation, entre guillemets, en fait, il va entamer un processus de colonisation du Nord et de réaffirmation de l'intégrité territoriale québécoise et la mise en valeur de nombreuses ressources. Bien sûr, cette colonisation, elle s'est faite à partir d'une construction sociopolitique extrêmement importante, à savoir donc la construction d'un imaginaire géographique autour du Nord par les sudistes. Et ce que j'entends par sudistes, c'est bien sûr les dirigeants du Québec, à savoir ceux des villes du Sud comme Montréal et Québec, et donc de ces lieux de pouvoir dans cette région. Donc cette construction d'un imaginaire géographique, elle s'est faite autour de deux choses. La première, c'est que l'ouverture vers le Nord, c'est l'ouverture vers un monde tout à fait vierge, sauvage, à conquérir. Bien sûr, quand on travaille sur la dimension autochtone, on peut être amené à contredire cette vision-là, puisque c'est vraiment omettre tous les habitants autochtones de cette région. Et la deuxième chose, c'est que c'est une terre qui est finalement pleine de ressources naturelles, des ressources illimitées, vues comme illimitées en tout cas, et qui sont pour le moment gaspillées, puisque pas encore mises en valeur. Et donc ça va vraiment être l'objectif de ce nordisme politique, de voilà, aller mettre en valeur des ressources au sein d'un territoire tout à fait vierge. Donc vous pouvez voir quand même qu'il y a une certaine métamorphose du territoire avec ces complexes hydroélectriques et bien sûr l'inondation de nombreux hectares de terres crises. Allez. Donc pour revenir à la discussion qu'il y avait hier autour de cette dépossession du capital environnemental, je pense qu'à partir de mon terrain, moi, ce que je dirais, c'est plutôt que c'est une dépossession du territoire des cris au profit des Québécois, suite à une marginalisation par rapport au capital environnemental. C'est-à-dire qu'on disait que c'était difficile d'être dépossédé d'une construction sociale, etc. Alors que je pense qu'en fait, c'est vraiment une dépossession du territoire, puisqu'en fait, il y a exclusion des cris dans les investissements au sein du capital environnemental. Donc plus concrètement, l'idée est de dire que, par exemple, la mise en valeur des ressources québécoises ont complètement exclu les cris de la table des négociations et de la mise en place du développement. Donc à partir de là, les cris ont perdu leur territoire. Le capital environnemental permet effectivement de révéler donc, ce rapport de force qui a eu lieu entre les Québécois et les cris, et qui est omniprésent au sein de ce territoire. Et cette notion d'investissement et donc de marginalité au sein de ces investissements, au contraire d'hégémonie au sein de ces investissements, nous permet d'identifier certaines injustices, notamment environnementales. Et là, je peux penser au cas d'Oudjébougoumou. Donc Oudjébougoumou, c'est une communauté de cris qui se trouve au sud de la baie James. Oudjébougoumou, c'est la communauté la plus récente des cris, puisqu'en fait, avant d'être officiellement installée là où elle est, c'est-à-dire près du lac Opémisca, elle a été déplacée 7 fois. 7 fois, puisqu'à chaque fois, en fait, cette communauté s'est retrouvée aux alentours d'un gisement minier. Et là encore, donc, les investissements dans le capital environnemental et dans le capital économique ont été tout à fait prioritaires par rapport au bien-être de cette communauté. Et donc, ils ont été déplacés à maintes reprises avant d'être enfin ici. Autre chose, les barrages dont je vous parlais, il y avait une sorte de paradoxe, puisqu'on avait donc au sein de cette terre crie de nombreux complexes hydroélectriques, et pourtant aucune des communautés cries bénéficiait d'électricité, puisque tout était exporté vers le sud, et même vers les États-Unis et vers l'Ontario. Et pourtant, aucune de ces communautés n'a l'électricité. Donc là encore, en termes d'injustice, je pense que c'est assez révélateur. Mais tout cela, bien sûr, a mené à certaines résistances autochtones pour cette réappropriation du territoire
et notamment, toujours dans la même idée, en intégrant cette fois-ci l'écrit dans les investissements par rapport au capital environnemental. Donc on a commencé à responsabiliser les CRI au sein de leur territoire, suite à cette lutte acharnée pour l'environnement autochtone, qui a fait que finalement les Québécois ont redécouvert un petit peu les autochtones du Nord, qui ont été longtemps oubliés, et se sont rendus compte qu'il y avait cette dimension assez importante à prendre en compte. Cette lutte, elle s'est faite notamment autour des représentations et autour des discours, et notamment avec une réappropriation autochtone des imaginaires ethnospatiaux issus de la colonisation. Donc en fait, on va mettre en avant vraiment l'Indien écologique, l'idée du bon sauvage qui vit en harmonie avec la nature, qui a un mode de vie aux aménités fortes, dans le but en fait d'une réappropriation territoriale et notamment de sensibiliser le grand public. Et je pense que un des exemples phares serait sur cette carte, on voit cette flèche marron, qui est donc un voyage qui a pris place dans les années 90, qui s'appelle le voyage en Odéyak. Donc Odéyak, c'est la fusion entre Odé, qui est le canoë traditionnel cri, et kayak, qui est donc le kayak traditionnel inuit. Et là encore, c'est la mobilisation symbolique d'images fortes, à savoir que donc les Cris et les Inuits sont partis de Wapmagotsui, donc cette communauté tout au nord, jusqu'à New York City pour faire un discours devant l'ONU. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont partis en Odéyak, c'est justement pour répondre aussi à une attente occidentale de ce qu'est un autochtone, de la façon dont on se représente leur mode de vie et leur tradition. Et donc ça répond à cette démarche très symbolique. Et ce qui est intéressant dans ce voyage-là, c'est que justement, il a été très médiatisé, et dès que les médias étaient là, donc on retrouvait ces gens-là sur l'Odéyak. Mais par contre, quand les médias n'étaient plus là, l'Odéyak passait sur le toit d'une voiture, et puis on continuait d'avancer, parce que sinon ça aurait pris beaucoup trop de temps. Mais l'arrivée sur la Hudson River de New York était bien dans l'Odéyak, et donc voilà, c'est assez intéressant de voir, là encore, une sorte d'instrumentalisation du capital symbolique et culturel CRI. Plus récent, une manifestation CRI à Montréal contre l'exploitation de l'uranium en territoire CRI dans les Monts-Autriches. Là encore, je passerai brièvement, on voit que ça n'est pas mauvais timing. Ça n'est pas pour rien qu'ils portent des vêtements traditionnels. Là encore, on renvoie une symbolique forte. Va-t-on pour autant vers un capital environnemental hybride maintenant qu'on implique les CRI dans les investissements? Ça n'est pas sûr, puisque de toute façon, on assiste à l'émergence de nouvelles problématiques purement occidentales au sein des communautés, et notamment la problématique de l'emploi. Donc là, deux photos. La première, c'est celle à droite du centre d'affaires d'Oudjegougoumou. Donc Oudjegougoumou, c'est, je vous le disais, 700 habitants. Pourtant, il y a un centre d'affaires assez grand. Et là encore, on est vraiment dans quelque chose de typiquement occidental, puisque je pense qu'avant la colonisation, il n'y avait pas de centre d'affaires dans la communauté CRI. Et donc vraiment cette omniprésence de la problématique du développement et de l'emploi. À gauche, donc un tableau d'affichage des activités de la communauté avec ce job opportunities qui est complètement vide et qui montre bien qu'il y a cette problématique de l'emploi, qu'il faut créer de l'emploi. Et pour répondre à cette question essentielle, à savoir créer de l'emploi, il faut avant tout accepter un certain développement. Et donc en fait cette décolonisation, entre guillemets toujours, plutôt de l'émancipation des CRI, n'a été envisageable qu'à partir du moment où il y a eu acceptation de la colonisation québécoise, via le prisme du développement. Et là encore, une illustration assez forte de cette idée-là, c'est le Plan Nord. Le Plan Nord, c'est une politique québécoise qui a pris place il y a plus de 5 ans, qui a pour objectif donc de développer le Québec au-dessus du 49e parallèle. Et c'est un plan très généraliste qui va donc de la construction d'une crèche au développement d'une mine. Mais on voit bien qu'en fait une grande part de ce programme concerne le capital environnemental et
je dirais, deux grandes thématiques dans ce programme-là. Ce serait l'exploitation du capital économique du Nord québécois, mais également la protection du capital écologique du Nord québécois. Donc, via l'installation d'aires protégées pour répondre aussi à des ambitions provinciales et nationales d'un pourcentage de superficie protégée, donc des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves fauniques, mais également, donc, je vous le disais, l'exploitation, à savoir notamment l'exploitation minière. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le développement de la baie James est de toute façon fondé sur une économie mondialisée, à savoir donc l'électricité qui est à l'export, le minerai qui est bien sûr à l'export aussi, et en fait, donc, dans cette responsabilisation des CRI, il y a l'émergence d'un capitalisme CRI. Et ce capitalisme CRI s'inscrit tout à fait dans le cadre du capital environnemental occidental. Donc on n'est vraiment pas, je pense, bon là je passe très rapidement, vous avez une carte qui montre l'ensemble des exploitations sur ce territoire. Donc au sud, l'exploitation forestière, un peu partout sur le territoire, l'exploitation minière, donc de prospection ou d'exploitation d'installation de mines. Et au nord, donc en bleu, c'est barrages. Voilà. Et donc, on peut se demander si on va vers l'affirmation d'un capital environnemental autochtone. Clairement pas, hein, puisque je vous le disais, c'est dans un cadre très occidental. Alors à ce moment-là, est-ce qu'il y a naissance d'un capital environnemental hybride? Eh bien, ça n'est pas sûr non plus. Donc, si on n'est pas dans un investissement hybride dans le capital environnemental, il est quand même incontestable que les CRI sont aujourd'hui des acteurs centraux de cette région, et qu'il y a tout de même, s'il n'y a pas un capital environnemental hybride, il y a une vraie influence CRI dans certains des investissements du capital environnemental. Et cela va amener à une certaine mixité des valeurs environnementales dans ce développement, en intégrant donc des problématiques CRI, correspondant à des valeurs CRI, en tout cas présentées comme CRI, et ce qui permet donc une nouvelle lecture de ce développement-là. Pour terminer, c'est vrai que j'ai basé cette présentation beaucoup autour de l'exploitation, parce que ça me semble difficile de parler de la baie James sans parler d'exploitation, puisque c'est vraiment... Enfin, la baie James c'est avant tout donc une terre d'exploitation, comme c'est si bien noté. Et donc il y a cet investissement dans la composante productive de l'environnement, pour reprendre donc, la communication de Frédéric Richard, Greta Tomasi et Gabriel Saumon. Et donc il est intéressant de voir que les CRI sont acteurs aussi au sein de cet investissement dans la composante productive. 3 photos pour illustrer encore. L'inauguration de la mine Éléonore, donc qui est une mine d'or, qui implique les CRI avec des contrats communautaires, etc. Bien sûr, qui va engendrer des pollutions, comme on le sait, une mine d'or, c'est quand même pas très sympa pour l'environnement. Les lignes électriques qui partent des grands barrages vers le sud et l'exploitation du bois. Mais ce n'est pas le seul investissement qu'on va retrouver au sein de la baie James. Il y a aussi un investissement dans la qualité paysagère, la pratique récréative et la qualité environnementale, toujours pour reprendre cette communication. Et là encore, je pense que c'est intéressant de voir que les CRI sont aussi investis dans ces investissements, à savoir la réserve faunique à Sinica, qui est à la fois un investissement dans la qualité paysagère et environnementale, mais aussi récréative de l'environnement, puisque donc qualité paysagère, à partir du moment où on aime le conifère, c'est vrai que elle est prouvée. Si on y est moins sensible, c'est nettement plus limité. Mais voilà, et qualité environnementale, puisque c'est lieu emblématique du caribou forestier, etc., donc de sa protection. Et qualité récréative, pratique récréative, pardon, avec la pêche et la pourvoirie aux alentours, pas au sein de la réserve, mais aux alentours. Et donc la pêche, vous avez ici une photo d'un campement de pêcheurs de l'État de New York, donc de gens qui sont prêts à faire plus de 15 heures de voiture pour aller pêcher. Donc c'est vraiment un emplacement très important qui semble secondaire comme ça, mais qui n'est vraiment pas.
et la pourvoirie, donc la chasse, etc. Autre investissement intéressant, c'est l'écotourisme, et l'écotourisme autochtone. Donc là encore, une intégration des cris dans cet investissement-là, avec l'exemple d'Anna Bossom, qui est donc une entrepreneure cri, et qui propose donc des séjours dans les bois, sous la tente, où on mange cri, on voit la nature cri. Et là encore, c'est pour reprendre l'idée d'avant-hier de label, là encore c'est un label autochtone, c'est vraiment qui certifie une certaine rupture avec les valeurs occidentales, un retour aux sources au sein du territoire, etc. Et une instrumentalisation assez forte aussi du mode de vie cri actuel. L'Institut culturel d'Ouchébougoumo qui encore met en valeur cette culture, etc. Et pour terminer, on retrouve dans chacune des communautés cri un hôtel de luxe. C'est généralement le seul hôtel qu'il y a au sein des communautés qui est assez cher et qui a une vue magnifique sur le lac Obeniska dans le cadre de celui d'Ouchébougoumo, qui là est en rénovation pour justement agrandir le restaurant et voilà, c'est pas typiquement cri, c'est dans beaucoup de communautés autochtones, notamment une qui est près de la ville de Québec, où il y a un restaurant gastronomique cri, non pas cri, pardon, mais un restaurant gastronomique extrêmement cher, etc. Et donc on est bien dans rendre une valeur marchande autour de ces questions-là. Pour conclure, rapidement, c'est-à-dire je vais le lire rapidement, hein, c'est ça qui est. Donc je pense que cette grille de lecture capitale environnementale me paraît tout à fait pertinente pour traiter des enjeux de la baie James et de voir également les changements qu'il y a en termes d'investissement dans le capital environnemental et qui eux-mêmes montrent des changements dans la vision de l'environnement, dans la vision d'habiter ces territoires, etc. Notamment chez les cris. Donc Eyuichi Baie James a été un espace de lutte, on l'a dit. Aujourd'hui, ce rapport de force est quand même nettement moins présent, même s'il persiste, bien qu'il y ait un consensus, et bien que le terme consensus soit critiquable, on constate qu'il y a quand même un certain déséquilibre dans le rapport entre Québécois, développeurs et CRI. Mais il faut noter cette intégration des valeurs environnementales CRI au sein des investissements qui change quand même la donne, même si ce capital environnemental dépend d'outils et d'un cadre tout à fait occidental. Et dans le cadre de la création d'un parc national de la réserve faunique à Sinica, en fait, qui va devenir un parc national uniquement géré par les CRI, c'est bien un outil occidental, à savoir le parc national. Et donc on va voir à quel point l'influence des CRI va pouvoir changer les choses, mais parti comme il n'y aura pas de vraie différence avec un parc national normal. Et donc on assiste à vraiment l'instauration d'un capitalisme CRI qui est responsable d'une conversion du capital culturel et naturel en un capital économique. Et pour terminer, je pense que vraiment cette notion d'investissement est vraiment centrale pour bien comprendre cette lecture du capital environnemental, puisque c'est elle qui, en tout cas dans mon cas, m'a permis de vraiment identifier les histoires de concurrence, de conflits potentiels, de résistance, et donc de ces déséquilibres qu'il y a entre CRI et Québécois. Voilà, je vais terminer là. Merci.